La sorcellerie en Afrique pendant la période transatlantique. Et on a professeur Silla, qui est psychiatre, psychothérapeute et qui est chef de service du service de psychiatrie à Fana. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter, vous voulez dire un autre truc. Non, on commence. Alors, on va commencer avec le Ghana. C'était notre point de départ. On est parti du Ghana. On s'est demandé qu'est-ce que c'est, comment ça se passe ces contes de sorcières. Émilie, est-ce que tu peux nous parler un peu des campements qui existent toujours au Ghana? Okay, thank you, Elena. I got lost coming here, so kind of pardon me. I'm a bit stressed, but I'm okay. Alright, my name is Emily Safo Ipiakoto. I'm from Ghana, Accra to be specific. A student at the University of Ghana, Legon. I'm combining major in psychology and sociology. Currently, a facilitator. I create awareness. I stand in the voice for women, so I'm an activist and a feminist as well for Welfare of Children and Youth Association, that is WCYA Ghana. Okay, so let's talk about witchcraft or witchcraft, which has been one of the key things that are still being violating women's rights, because they are all part of women's rights. Because in the witchcrafts in Ghana, you find women and men, but the majority of women are more than men, and then their rights are being infringed upon, which is not so right. Because in this 21st century, everything has to be balanced. But there has been stigmatization on these women, they've been abandoned. So this camp has served as a safe haven for these women. So this is how it is like. We have 6 witch camps in Ghana at the moment, but there were more than 6. We had the Bonyasi, which was in the Savannah region of the northern region. We have Gambaga. I don't know if any of you have heard of the famous Gambaga. Gambaga is one of the famous witch camps in Ghana. It's all 6 are located in the northern region, but that one is the most popular one because it has more crowded women in the camp. Then we have Kuku. Then we have Patinga. I know the name seems a little bit heavy, but we in Ghana understand them. We have Napuli and Ingani. So there are more than 6, but they were able to abolish a few of them, and then the remaining 6 are yet to be abolished. So currently, this has become some kind of a safe haven where these women, let's put in the ages 45 to 90, have been camped with the notion that they are witches. Sometimes they can just look at your skin color, they just see your facial, how old and wrinkled your face look, and then they accuse you of being a witch. So in this situation, you are abandoned by even your own family. Is it working? Okay, your family abandons you, the society abandons you, no friends, nobody, so you are just left alone. So when you are lucky enough to survive this, then you can flee to the camp for safety. But when you are not lucky enough, sometimes you get beaten up, sometimes you lose your life. I'm going to leave you with this so you can go online to check this one popular story on a murder case. A woman that was 90 years, her name was Vicky Adente. She was killed because she was accused of being a witch. So the story was, it happened in the northern region where in a community there was no rainfall. So people thought, why is there no rainfall? No crops growing, and a whole lot of calamities. When I say calamities, I hope you do understand.
things are not functioning well in the community. So why don't we invite a priestess, someone who is into voodoo, to tell us what is happening? So they invited the priestess. She did a few things, and then she realized, without any facts or any scientifically proven, she brought out 16 women to be the cause of that issue or incidents in their village. And then out of these 16 women, 15, because they were scared, just agreed, they accepted the fact that they were witches, even though they were no witches. And Ekia then said that woman didn't want to, because she believed she was not a witch. So despite all this, she was tortured, and then she eventually died. So when you go online on YouTube, when you say murder in Kafaba, you're going to find more story or more details about that. So witchcraft, I'm talking plenty, but witchcraft has been something that hasn't been scientifically proven. But in Africa, we do believe it works, because there's one that we call Odun poison Odun. When this huge tree, you are going to take, extract the substance behind the tree, you mix it in a cup, you give it to someone you believe to be a witch. So when the person ingests it and then passes away, it means the person is a witch. But if you don't pass away and then you are able to poop it out, like you vomit it out, then it means you are so clean. And that substance is so poisonous that it can kill you. So when you die, eventually you are a witch. And then there was one coffin carrying. So this is believed that the shredded body, the dead body in the coffin, points to a location. So for instance, there's a dead body in the coffin, and then the coffin is able to point to, sorry to use you, I'm sorry, but if it points to you and says, you are the one, it is believed you killed me, so you are a witch. So that means you will either be tortured or abused, or anything they want to do to you, they do it to you. So this is all women's infringements. I believe there's more voices that has to be heard on this, because so now that woman's situation, the woman that was killed, the 90-year-old woman, they were able to arrest all those who were part of the murder, but yet still they haven't been convicted and they are walking freely in the country. So I think I'll leave here for now. When there are more questions, I will answer and also give the other panels a chance to talk. But there are a whole lot of updates or more information about witch camps in Ghana. Thank you. Merci. La question que je me pose, c'est, on parle de camp de sorcières. Donc, la majorité des personnes qui y vivent, c'est des femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est des femmes? Pourquoi c'est des femmes? Et qui contrôle ces camps? Est-ce que ces camps sont contrôlés par des hommes? Est-ce qu'il y a des chefs de village qui acceptent de les accueillir? Ou c'est vraiment formé par des femmes qui en fait doivent fuir et donc du coup se retrouvent ensemble et qui créent des camps? Okay. Thank you once again for the first day. The camp is controlled by a priest. A priest, so not a mission priest. When we say a priest, it could be sometimes it's an imam or a male or elderly person that takes care of the women in the camp. So this is how it is. When you are brought to the camp, they have this, how do I put it? They kill a chicken, then they use it to perform a bit of sacrifice, and then they try to get to know if indeed you are a witch, as you have been accused. So if you are a witch, then you are being camped with them. So this priest is believed to be the one that caters for these women, and then he has created that place as a safe haven where people don't invade in to abuse these women, because if
if they are allowed to flee out, they might not come back in alive because they might be stoned to death. Immediately you leave the camp, you can't go back to the community because you are not wanted. Who would want to live with a witch? Let me ask you all. Would you like to live with a witch? Someone who kills? Someone would destroy you? Would you like to live with or associate yourself with the person? So eventually everybody is so scared of them. Like you just see the facial appearance of a 90-year-old woman and then it's assumed in Ghana she's a witch. Sometimes she got her teeth out and then her face looked a bit wrinkled and too old and then it is assumed she's a witch. So these men or these imams are the ones that are taking care of them. Sometimes they are poor farmers, so sometimes they do farming to feed themselves until Action Aid came to their aid and other voices heard about this witch camps and then have been aiding them. But when you trace back, this is how they came up with the camps. I don't know if I'm taking too long to answer this, but let me explain. So this is how the camp became. Before the 21st century, one of the chiefs in the northern region in Gambaga, so he was taking a tour around. At that time, the British had invaded. There was colonialism then. So you know, this white people brought Christianity because they used to be traditional worshipping, superstition and all others. So when they tried bringing in Christianity and others, it wasn't really welcomed by these traditional rulers in the community at large. So they had to use other forces and other means just for other people to accept. In as much as it hasn't been solely accepted, you still find people worshipping their deities and other things here. So when he was taking a tour around, because he was a little bit educated by these people that invaded the country, so he was into human rights, so he understood the human rights bit. So he came across one person, one woman being tortured because she was accused of being a witch. So he had to beg the executors, and then she asked the woman to take an oath that if indeed she is a witch, she wasn't going to harm anybody, which the woman did. So she lived freely and happily with the man until the man had many cases. So he took in all those women that were accused to be witches, and then eventually that place became a witch camp in Gambaga. Okay, so it's a priest or an imam that takes care of these people in the witch camp. Thank you. Merci Émilie. Il faut noter que actuellement le Parlement ghanéen a récemment adopté un projet de loi contre la sorcellerie et qui vise à criminaliser la pratique consistant à déclarer, accuser, nommer, étiqueter des personnes comme étant des sorcières. On va passer au panéliste suivant. Comme je te le disais, ça a été compliqué de trouver des ressources pour pouvoir préparer cette conférence. On a vraiment beaucoup cherché. D'ailleurs, je remercie Carla qui est là, Jerry et Selma qui m'ont aidé à préparer cette conférence. Ça n'a pas du tout été facile. On a été trouvé dans le recoin de, je sais pas, d'internet pour dénicher M. Suleiman qui fait cette thèse sur la sorcellerie. Monsieur Suleiman, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'évolution qu'il y a eu pour la sorcellerie? Ça a commencé avec, au début c'était bien vu dans les sociétés et finalement ça a changé de profil, c'est devenu négatif. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette évolution? Comme elle a dit, je travaille sur cette question depuis quelques années dans le cadre de mon mémoire de master et également actuellement je suis en train de travailler dans le cadre d'une thèse de doctorat à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar
et précisément au laboratoire Clinica. Voilà, donc comme Elena l'a tantôt aussi bien dit, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui évolue dans ce domaine parce que nous-mêmes, nous rencontrons des problèmes quand même pour faire la recherche par rapport à ces histoires de sorcellerie qui sont considérées comme tabous dans la plupart des sociétés. Mais quand même, comme vous l'avez dit, c'est une pratique qui a connu une évolution notoire au sein de la société africaine de manière générale et sénégalaise en particulier. Parce que traditionnellement, comme vous l'avez dit, les sociétés traditionnelles connaissaient ces histoires de sorcellerie. Et aujourd'hui, c'est toujours une réalité qui est quotidienne dans la vie sociale et dans les rapports humains, et y compris même dans le milieu urbain et dans les sociétés contemporaines. Donc, cela dit, le champ de l'imaginaire s'amplifie aujourd'hui en milieu urbain. Donc, c'est une pratique qui a évolué. Bon, même si jadis ce sont les familles et les proches qui demeuraient traditionnellement considérés comme les sources principales de la sorcellerie. Donc si on parlait de sorcellerie, souvent c'est dans le milieu immédiat qu'on trouve les personnes qui sont accusées. Et c'est-à-dire dans la sphère d'action, on n'a pas besoin d'aller chez un étranger, mais le milieu le plus proche, soit c'est un parent proche, un oncle, l'enfant des co-épouses et même les voisins. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que ces pratiques qui jadis existaient dans les sociétés africaines ont tendance à continuer à avoir lieu, même si elles sont réinventées d'une autre manière. Parce qu'aujourd'hui, quand il s'agit de maladies, il s'agit de décès, de malchance, de calamités ou d'activités infructueuses, on a souvent tendance à évoquer le sorcier ou la sorcellerie. Donc c'est ça qu'on voit dans nos sociétés actuellement. En d'autres termes, on pourrait dire qu'il y a une sorte de relation causale qui est établie entre la sorcellerie et les événements malheureux qui accablent la personne. Ceci dit, ce qu'on peut appeler par notion causale, c'est tout simplement qu'il y a une force active qui intervient pour produire ce qu'on appelle le malheur. Seulement, il faut dire que le phénomène de la sorcellerie n'est pas nouveau quand même ni spécifique à l'Afrique. C'est un phénomène aussi qu'on trouve dans d'autres pays, notamment en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la sorcellerie en Afrique, bien sûr, toujours je suis dans le sillage de l'évolution que le phénomène a connu, aujourd'hui elle ne renvoie plus à un système organisé de croyances ou de pratiques. Mais c'est devenu ce qu'on appelle des imaginaires polymorphes en Afrique. On parle de vol de sexe, possession diabolique, des enfants sous encore des crimes rituels. Et tout ceci est suscité par ce qu'on appelle l'insécurité, mais également l'injustice qui est vécue au quotidien. Pourtant, on imaginait que, actuellement, dans le monde moderne contemporain, on imaginait avec l'urbanisation aujourd'hui, la modernisation, la scolarisation, la mondialisation, les religions telles que l'islam et le christianisme, on imaginait que ces croyances qui étaient désignées sorcières allaient disparaître. Paradoxalement, loin de disparaître, loin de s'estomper, ces représentations culturelles se sont maintenues et réadaptées aujourd'hui dans nos sociétés en fonction des réalités sociales et des besoins contemporains. C'est pourquoi il est possible aujourd'hui de faire une association entre la sorcellerie, n'est-ce pas, et la modernité. Donc elle est liée à la modernité actuelle. C'est-à-dire que la sorcellerie aujourd'hui n'est pas un non-dit. On en parle dans nos sociétés. Parce qu'elle se manifeste dans plusieurs secteurs de la vie. Dans le secteur privé comme dans le secteur public. N'est-ce pas? Aujourd'hui donc, ici en Afrique, les histoires de sorcellerie circulent partout. Dans les médias, n'est-ce pas, dans les journaux, dans les articles, on rapporte des histoires extraordinaires, n'est-ce pas, qui sont parfois choquantes, et même dans les émissions de radio, des personnes qui confessent des récits qui sont liés à la sorcellerie. Donc cela dit, et même dans le milieu politique, dans le sport, dans la justice, dans les écoles, dans les universités, partout on parle d'histoire de sorcellerie, ici en Afrique. Donc on dit que c'est un phénomène qui est omniprésent dans la vie quotidienne des populations africaines.
et elle entretient des rapports étroits avec le maintien de l'ordre social. Donc, ceci dit, cette croyance, n'est-ce pas, constitue une contrainte distributrice. Par conséquent, donc, pour éviter d'être accusé ou bien d'être ensorcelé, on est obligé de partager avec notre groupe social. Ça, c'est une réalité que nous trouvons dans notre communauté. Et pour aller encore plus loin, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les crimes rituels. On accuse certains individus de tuer ou de fabriquer des fétiches, ce qu'on appelle des pièces détachées, souvent pour protéger ou encore pour blinder certaines personnes importantes. Et généralement, on accuse les hommes politiques. Et souvent, les cibles, c'est les enfants, c'est les femmes, les vieilles la plupart du temps, et même les albinos. Et dans nos communautés en Afrique surtout, c'est généralement en période électorale que ces histoires de sorcellerie se rencontrent de plus en plus. Mais aujourd'hui également, il y a des phénomènes que nous rencontrons ici en Afrique qui ont tendance à développer davantage ces histoires de sorcellerie, notamment la jalousie entre les personnes, la rancune, le ressentiment. Donc tous ces phénomènes-là constituent des éléments qui ont tendance à encourager davantage la sorcellerie. Voilà. Donc sur cette question de l'évolution, voilà ce qu'on peut dire. Comment était définie la sorcellerie avant? Si aujourd'hui, en fait, elle est vraiment liée à des faits de société, à ce qu'on vit, à la modernité, dans l'histoire, comment elle était perçue? Ok. Donc, comme nous l'avons dit, aujourd'hui, elle est en parfaite corrélation avec la modernité, avec les besoins actuels. Donc, jadis, ce mot, quand même, sa définition pose problème. Parce qu'il est défini par rapport au contexte culturel et aux réalités et à la culture. Donc, dans chaque société, on a une définition spécifique. D'ailleurs, c'est cette situation qui a souvent posé problème lorsque les Européens sont arrivés en Afrique. Parce que certains africanistes, notamment le plus célèbre, le pionnier, le figure tutélaire, c'est Ivan Pritchard. C'est lui qui a fait une étude intéressante sur les sociétés chez les Azandais. Les Azandais, c'est un groupe qui se trouve au Soudan. Donc, il va falloir comprendre qu'il y a une différenciation entre ce que l'anglais appelle le witch et le sorcerer. Donc, le witch, c'est le sorcier maléfique. Celui qui a tendance à commettre des actes, n'est-ce pas, incongrus. Celui qui a tendance à nuire. Donc, il est différent du sorcerer qui est souvent qui est considéré comme un anti-sorcier. D'ailleurs, c'est lui qui a tendance à, lorsque le witch agit de manière négative, c'est celui-là qui est l'anti-sorcier, qui est en quelque sorte une sorte de médecin, si on peut l'appeler ainsi, dans le langage moderne. Et lorsque donc les Européens arrivent en Afrique, c'était ça le problème auquel ils étaient confrontés. Donc, ils ne parvenaient pas à identifier le sorcier et l'anti-sorcier. Celui qui était là pour aider les populations à lutter contre la sorcellerie aura tendance à un certain moment à le considérer lui-même comme le sorcier. Donc, maintenant, pour revenir sur le witch, on nous dit que c'est quelqu'un qui détient dans son corps ce qu'on appelle une substance vitale. Et c'est cette substance, en général, on dit que ça existe chez presque toutes les personnes. Maintenant, il y a des éléments qui ont tendance à la réveiller, cette substance. Et lorsqu'elle se réveille, c'est pour commettre des actes maléfiques. Donc, l'individu qui est accusé de sorcier, parfois lui-même, il peut être inconscient de sa situation. Donc, au moment où le sorcier lui parle, c'est parce que c'est des gens qui agissent pendant la nuit, c'est ça qu'on dit. Et maintenant, au moment que le sorcier agit, c'est cette substance vitale qui s'en va. Par exemple, au moment où le sorcier ou la sorcière dort, la substance vitale se détache et va commettre des actes maléfiques. Donc, l'individu lui-même, c'est pourquoi dans certaines sociétés d'ailleurs, on considère que les hommes qui ont un sommeil profond, ils peuvent être accusés de sorcier, comme en Côte d'Ivoire. Les études que Marc Boudier a fait, il a dit que ces personnes, ces vieux personnes qui ont le sommeil profond, on peut les accuser de sorcier. Donc, pour revenir à la question, ce qu'on appelle le sorcier, c'est l'individu, la personne qui détient cette substance vitale, qui a tendance à nuire et qui peut l'utiliser dans diverses circonstances. Maintenant, un autre peut avoir une substance vitale supérieure. Ce que j'appelais tout à l'heure contre sorcier. Et ces derniers, leur but, c'était de lutter contre ces sorciers qui ont tendance à nuire à la société.
est-ce que là, en fait, merci beaucoup Souleymane. Du coup, ce que je veux en venir à une chasse aux sorcières. Donc, au début, c'était cette substance vitale qu'on a et le contre-sorcier qui a une substance vitale encore plus grande qui peut contrecarrer. Ouais. Comment c'était perçu en fait avant la colonisation, avant l'arrivée des religions, comment c'était perçu la sorcellerie? Ça existait. De ce que vous venez de dire, ça existait déjà. Comment c'était perçu avant? Et est-ce que ça a changé en fait avec le temps? Est-ce que l'arrivée des religions, l'arrivée de la colonisation a changé la perception? Et en fait, je comprends qu'en fait, la sorcellerie, la manière de faire de la sorcellerie a changé, bien évidemment. Mais est-ce que ça a changé par rapport à avant? Oui. Avant, c'est-à-dire par rapport à avant la colonisation et avant l'arrivée des religions. C'est-à-dire que bien avant l'arrivée des religions, la sorcellerie existait. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, là où le problème aussi se pose, ce qu'on devrait souligner, c'est que la conception, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les Européens, pour ne pas dire blancs, comme mon prof me l'a dit, il faut dire Européens et Africains, noir et blanc, il ne faut pas, je ne sais pas pourquoi. Tout le temps, il me dit, mais arrête de ces histoires, blanc, noir, pourquoi? Il faut dire les Africains et les Européens. Donc tout le monde, c'est la même famille. Donc, la conception que les Européens avaient de la sorcellerie est celle que les Africains en ont quand même différente. Parce qu'avant leur arrivée, parce que ces termes-là, sorcier, fétiche, magie, etc., ce sont les termes qu'eux-mêmes ils ont engendrés, ils ont créés. Parce que nous, en Afrique, et je pense qu'ailleurs d'ailleurs, on considère qu'il y a deux mondes, ce qu'on appelle le monde visible et le monde invisible. Ce qu'on appelle le monde visible, c'est le monde visible. Le monde invisible, c'est les ancêtres, c'est les mondes, c'est les esprits, que tout le monde ne peut pas connaître quand même. Il faut être initié à ce monde pour pouvoir le comprendre. Maintenant, dans ce monde invisible, les gens qui sont initiés, c'est pour, n'est-ce pas, aider la société à pouvoir lutter contre certains fléaux, n'est-ce pas, contre certaines catastrophes. Mais si l'individu qui est initié utilise, n'est-ce pas, le savoir dont il dispose pour nuire à sa société elle-même, ça, là, c'était conçu comme de la sorcellerie. Paradoxalement, maintenant, les Européens, quand ils sont venus, tout ce qu'ils ont vu, toutes les pratiques que nous avons, qui est différent de leurs, ils ont considéré ça comme des fétiches. D'ailleurs, les Portugais parlaient de fétichare, c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Donc, eux, ce qui leur est inconnu, c'est comme ça qu'ils le considèrent. Donc, d'où le paradoxe. Maintenant, avec le temps, comme je vous l'ai dit, la chasse aux sorcières qui a existé en Europe, effectivement, dans nos communautés en Centrafrique, n'est-ce pas, au Zaïre, au Cameroun, il y a des chasses aux sorcières. Et les gens, ils ont tendance à les tuer de différentes manières. Il y en a qui les brûlent, n'est-ce pas? D'autres qui les mettent dans des pneus jusqu'à ce que l'individu ne puisse plus se déplacer, on brûle le pneu. Parfois, ils sont lapidés, on leur lance des pierres. Ça dit que c'était des pratiques qui étaient interdites dans le continent africain. Mais l'arrivée des Européens, peut-être le changement qu'il a engendré, c'est que l'Européen ne comprenait pas réellement cette culture africaine par rapport à ce qui est appelé sorcellerie et ce qui ne l'est pas. Mais avec le temps, avec les africanistes, c'est-à-dire les historiens qui sont spécialistes de l'Afrique, et avec certains anthropologues et sociologues qui sont entrés en contact avec ces Européens, ils ont permis à aider le pouvoir colonial à comprendre réellement ce que c'est que la sorcellerie et ce qui ne l'est pas en réalité. C'est comme ça. Docteur Silla, vous êtes psychiatre à l'hôpital de Fannes. Ma première question, ce serait de votre expérience en tant que psychiatre, quel est l'impact de l'isolement des personnes? Merci beaucoup, Elena. Alors, peut-être que je ne vais pas directement répondre à cette question de l'impact de l'isolement, parce que c'est pour nous amener à la sorcellerie, mais je vais y aller directement, je ne peux pas faire. Alors, la sorcellerie, ici, quand j'en parle, s'entend au sens de sorcellerie anthropophagique, qui est donc un des modèles explicatoires des situations d'infortune, en général. Parce qu'on s'est intéressé aux situations d'infortune, dont la maladie, dont la perte de richesse, dont la maladie mentale comme physique du reste.
Et donc, les différentes études qui ont été menées ont montré que ces situations d'infortune sont presque toujours liées à un agent extérieur. Et cet agent extérieur peut être vu sous l'angle d'une faute contre le culte des ancêtres. Cela peut aussi être vu comme une attaque médiée par un marabout, par le biais donc d'un sort qui est jeté, mais peut aussi être lié par une attaque directe d'une autre instance dotée de ce pouvoir, qui est la sorcellerie, anthropophagie, qui est l'œuvre de ce qu'on appelle sorcier ou deme en wolof, ou nak chez les Sérères, si on se réfère aux travaux du père Gravran, et chez les Lébous aux travaux de Andras Zambéi. Alors, cette situation qui amène le deme à attaquer, il attaque pour manger, littéralement traduit, la personne. Et ça se fait sur un processus en 2 étapes. La première étape consiste à ôter à cet individu son énergie vitale, son fit. Il lui prend son fit et ça va générer des troubles comme de l'angoisse, une perte de ses sens, une maladie physique qui va l'habiter, et si rien n'est fait, cette situation va évoluer jusqu'à la mort. Et c'est une fois que le sujet est mort que le rituel de dévoration se fera. Et ce rituel de dévoration est décrit comme quelque chose qui n'est pas isolé mais de collectif. C'est l'ensemble des sorciers qui le feront. Parce que même le sorcier qui attaque, ou la sorcière qui attaque, une fois que le sujet est mort et qu'il faille passer à la dévoration, s'il le fait seul, sans la communauté des sorciers, lui-même peut se retrouver attaqué. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir faire au niveau collectif si un traitement n'a pas été apporté. Et le traitement se fait en général lorsque l'individu n'est pas encore mort. Et ce traitement ne concerne pas que l'individu attaqué, qui peut être guéri, mais aussi le sorcier qui peut être guéri. On peut lui ôter son pouvoir de sorcellerie pour le ramener à un état normal. Et celui qui est capable de le faire, c'est en général un ancien sorcier guéri, qu'on appelle le Bilodi, qui est capable de reconnaître les sorciers ou sorcières et de les aider à ne plus procéder à de la dévoration. Alors maintenant, pour en venir à l'isolement, c'était peut-être la question concernant les sorcières, parce qu'on voit de plus en plus que ce sont des femmes qui sont attaquées. Et en situation clinique, nous le voyons, souvent des femmes qui viennent soit s'accuser elles-mêmes d'être des sorcières anthropophages, soit accuser leur famille. Et à ce niveau, il faut savoir qu'il y a une notion d'hérédité matrilinéaire de la sorcellerie qui fait que vous entendrez certaines expressions dire je ne me nourris que de mil et de lait pour montrer qu'on ne touche pas, qu'on n'est pas sorcier. Ou bien pour désigner quelqu'un de sa lignée maternelle, souvent la phrase consacrée, c'est en wolof, je traduis mot à mot du wolof, s'il s'envole, je m'envole. Pour dire que nous avons un lien de lait qui fait que si jamais l'un de nous était sorcier, l'autre le serait immédiatement. Et donc il y a cette présence de la féminité autour de ce concept de sorcellerie. Et souvent, quand je parlais de l'auto-accusation, ça peut se superposer à certains troubles que nous voyons chez les femmes d'un certain âge isolées et qui consistent en des perceptions hallucinatoires, auditives par des voix qu'on entend, mais aussi les autres organes de sens gustatifs,
olfactive que nous appelons autrement en nosographie psychiatrique, mais qui est très gênant pour la famille. Par exemple, j'ai déjà eu des patients qui me disent la famille vient me dire elle ne mange plus avec nous, elle s'isole. Pourquoi? Quand vous gagnez sa confiance, elle dit je ne mange pas avec eux parce qu'ils consomment de la chair humaine. Comment? Ben, vous pouvez sentir les plats, c'est de la chair humaine qu'ils préparent. Et ça, c'est un très gros problème pour la famille. Parce que la collectivité ne s'arrêtera pas uniquement à la personne qui le dit, mais ça va déteindre sur la famille. Et c'est pour cela que l'hôpital constitue en ce moment un refuge où ils vont mettre cette patiente pour que cela ne s'ébruite pas. Parce que si jamais l'entourage l'entend, toute la famille est mise au banc de la société comme étant des sorciers. Et donc, c'est ce qui les amène à l'hôpital, parce qu'on dit de feu Diafour. Diafour, c'est l'état d'un sorcier qui a perdu son pouvoir et qui s'auto-accuse publiquement. Il perd son pouvoir parce qu'il s'est attaqué à plus fort que lui. C'est un tout petit peu de cette manière que la société se l'explique et qui fait que donc, ces personnes sont mises à l'hôpital. Mais il faut savoir que nous l'analysons comme une maladie parce que d'autres ne diront pas je ne mange pas parce qu'ils consomment de la chair humaine, mais d'autres dans cet état vont dire je ne mange pas avec ma famille parce qu'ils empoisonnent mon repas. D'autres vont vous dire on m'épie, mon téléphone il est suivi, hein, ils vont arracher les fils chez eux pour dire que c'est une expression d'un trouble qui est là, mais qui peut aussi avoir d'autres types d'expressions. J'ai été très longue, mais c'était pour clarifier par rapport à cette question que je voyais déjà venir. C'est très bien. Moi, je voudrais qu'on s'appesantit un peu sur la transmission qui est matrilinéaire. Vous avez un peu expliqué que, en fait, quand une mère donne naissance à un garçon et une fille, par exemple, la fille est sorcière, mais le pouvoir de l'homme n'est pas vraiment réel. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer exactement comment c'est perçu au Sénégal? Au Sénégal, en tout cas, c'est perçu comme ça, comme quoi la transmission de la sorcellerie, elle vient de la mère, et c'est les femmes qui ont la vraie sorcellerie et les hommes n'en ont pas. Oui. En fait, l'interprétation traditionnelle qui en est faite, c'est qu'effectivement, c'est la mère qui le transmet. Et en fonction d'ailleurs de la transmission, on peut noter divers degrés de dangerosité du sorcier. Parce qu'il va l'acquérir soit par héritage, soit comme on dit par capturation ou contamination. Alors, le demi, comme on dit, est celui dont la mère est demi et le père est normal. Il n'y a que la mère qui est sorcière, demi, et lui, il le devient suivant le monde éternel. Mais celui dont les deux parents sont des deux, c'est-à-dire le père et la mère, c'est encore le plus dangereux. Et on parle dans ce cas de Dikamaha. Lui, il a beaucoup plus de force comme sorcier, comme sorcière, parce qu'ils disent qu'il a commencé, celui-là, s'il est de père et de mère, il a commencé la dévoration in utero. C'est dans l'utérus de la mère qu'il commence à goûter à la chair que donc sa mère ingurgite. Alors si c'est le père seulement qui est demain, celui-là il a encore beaucoup moins de pouvoir, c'est celui qu'on appelle le noho. Il est capable de voir l'énergie vitale que les autres enlèvent de la personne, mais il n'a pas le pouvoir d'attaquer et d'enlever cette énergie vitale. Il peut voir ce que les autres font, mais il ne les dénonce pas. Mais lui ne peut pas s'attaquer aux autres donc, par ce rituel de dévoration. Voilà un tout petit peu la catégorisation sociale qui était donnée et qui a été quand même par la suite influencée par la religion musulmane. Parce qu'on parle de moins en moins de demain, de noho, de kihamaha, qui sont des concepts,
non reconnu par la religion musulmane. Parce qu'on va dire, arrêtez, c'est un péché que d'accuser quelqu'un. Et maintenant, c'est de nouvelles conceptions que cela a donné. Parce que cette religion musulmane va reconnaître le mauvais œil, la mauvaise langue. Et maintenant, on a de nouvelles dénominations. On va parler de Ngistef, de Wahtef et de Ndioptef. Le Ngistef, maintenant, c'est un sorcier qui, lorsqu'il regarde votre bonheur, votre fortune, le met en danger. Vous risquez de tout perdre, et même de perdre la vie. Et le Wahtef, c'est celui qui, lorsqu'il nomme par sa langue votre bonheur ou vos biens, peut les détruire aussi. Et donc, c'est une conception qui a changé, qui est en train de disparaître, comme d'autres modes explicatoires qui se modernisent de plus en plus. Aujourd'hui, les gens vont délirer sur le téléphone portable, sur le suivi à distance, beaucoup plus que sur ces notions. Même si ces derniers temps, on constate paradoxalement, avec Internet qui devient accessible, où on pensait que ce serait des connaissances vraiment scientifiques, prouvées que les gens partageraient, on voit de plus en plus la réémergence de ce type de connaissances. Est-ce pour faire le buzz? Et comme le disait tout à l'heure Suleiman, qui deviennent très différents de la conception ancienne. Parce que je commence maintenant à entendre à la radio des gens à la limite s'auto-accuser d'avoir ces pouvoirs-là, ce qui était caché, ce qui était une grosse ombre. Mais on sent parfois derrière une volonté de puissance et de pouvoir, parce qu'il faut le dire, les anthropophages avaient une force, mais c'était une force qui inspirait de la peur, c'est vrai, de la crainte, c'est vrai, mais pas de respect ou d'amour. C'est des gens qui étaient craints, mais ils n'étaient pas aimés. On les combattait. Ce qui fait donc qu'on se cachait de l'aide, mais de plus en plus, on voit des gens sous-entendre qu'il se pourrait qu'ils le soient, avec en arrière cette volonté de susciter de la crainte et peut-être même du gain que pourrait donc générer cette crainte-là en termes de réparation. Donc ça, il faut aussi y faire attention. Peut-être ma dernière question, ce serait à propos des conséquences que ça peut avoir sur la personne, ces accusations de sorcellerie. Donc, on a parlé tantôt d'isolement de la communauté, des rejets de la famille. Vous nous avez parlé aussi de suicide qui peut être corrélé à la sorcellerie, surtout en pays Sérère. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Où ça peut aller, ces accusations de sorcellerie? Oui. Alors, dans l'une des premières thèses sur le suicide qui s'est fait ici, c'est la thèse du docteur Mauriceau. Il relève 2 cas de suicide. Le premier, c'était une dame de 26 ans qui était enceinte de 6 mois et que sa coépouse a taxé de sorcière et qui s'est jetée dans un puits. Le deuxième, c'était un homme de plus de la cinquantaine qui vivait isolé dans le village et tout le monde le regardait de travers lorsqu'il y avait un décès en l'accusant et il s'est pendu à un arbre. Et donc, lorsqu'on se retrouvait accusé de sorcellerie, soit on mourait réellement par le suicide, soit de manière symbolique par l'exil ou l'entrée dans la folie. On n'avait plus sa place dans cette société où on était accusé donc de sorcellerie anthropophagique. Et on peut comprendre dès lors que l'hôpital constitue un refuge chez des personnes qui auraient tendance à s'accuser, à accuser leur entourage proche de cette grosse tare sociale. Voilà. Du coup, pour résumer un peu tout ça, on est parti du Ghana avec les camps de sorcières. On s'est demandé d'où ça venait en Afrique. Est-ce que ça existait avant? Est-ce que c'était perçu
négativement, comme ça, dans le passé, avant la colonisation. On s'est rendu compte avec M. Dramé que ça existait bien avant la colonisation, ça existait bien avant les religions. La perception a changé, la manière de faire de la sorcellerie a changé. Maintenant, professeur Sylla nous apprend qu'il y a certaines personnes qui utilisent ça, parce qu'il y a des gens qui aiment les sorciers, qui utilisent ça pour avoir de l'argent. Et par contre, ça a des conséquences très négatives. Et le constat dans tout ça, c'est que la majorité des personnes qui sont accusées de sorcellerie, c'est les femmes. Dans la majorité des cas, c'est des femmes, c'est des personnes vulnérables, c'est des enfants, c'est des albinos. Et encore une fois, c'est des femmes. Donc, du coup, je vais ouvrir la discussion. Si vous avez des questions, je vais prendre une série de 5. Vous avez des questions? Bonjour. Moi, je voulais vous poser une question par rapport au terme d'inquisition qu'on avait employé sur la chaîne de sorcières en Europe. Et je voulais savoir ce que vous pensiez justement du rôle exact qu'a eu l'Inquisition, l'importation en quelque sorte de l'Inquisition qui avait été faite en Europe, ici en Afrique, avec la colonisation, accompagnée des religions. Et est-ce qu'après la colonisation, ça a eu un impact, ça a continué d'une certaine manière? Et par exemple, l'exemple du Ghana est l'exemple, je ne connaissais pas. Est-ce que c'est réellement le mélange de la colonisation et l'importation de certaines religions qui serait dû du coup à ce résultat-là? Ou est-ce que c'est aussi la société locale en fait qui peut créer ça aussi elle-même en refusant un certain passé? Parce qu'on sait qu'en Europe, les femmes ont été particulièrement accusées de sorcellerie pour asseoir un pouvoir patriarcal. Donc, est-ce que c'est aussi dans le Merci. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant et je sais que c'est un sujet qui est compliqué. Et moi, je voulais en tout cas savoir, est-ce qu'il y a... on a parlé de la médiatisation, on a parlé d'une évolution de la sorcellerie aujourd'hui, mais on a surtout parlé d'une sorte de narration qui était omniprésente et qui essayait de maintenir un ordre social qui était oppressif, qui est discriminante. Est-ce que les panélistes ont des idées sur comment justement réinterpréter une histoire qui est peut-être oubliée, une histoire qui a peut-être été effacée pour justement mieux connaître et mieux faire connaître cette partie plutôt que de l'histoire, plutôt que de l'effacer. Voilà, je voulais juste savoir s'il y a des opinions et des suggestions à ce niveau-là. Bonjour, merci beaucoup pour les interventions. J'avais juste une question d'éclairage, parce que j'ai l'impression qu'il y a la sorcellerie comme... il y avait deux sujets, il y avait celui de la stigmatisation, de personnes qui sont accusées de sorcières, alors qu'elles ne sont pas forcément... qu'elles ne pratiquent pas. Et après, vous avez parlé de l'évolution des pratiques, donc ça veut dire qu'il y a aussi des pratiques, donc des gens qui se considèrent comme faisant de la sorcellerie. Et du coup, quelle est cette distinction entre ces personnes qui se sentent stigmatisées et celles qui, du coup, s'autoproclament praticiens, et auquel cas, il y a peut-être une connotation négative pour les personnes qui sont stigmatisées, mais peut-être qu'il y a des praticiens qui sont là, et peut-être au Sénégal, quand on va voir des marabouts, on a recours à eux, et enfin voilà. Et j'avais l'impression aussi qu'il y a un prisme un peu genré, et que du coup, la stigmatisation s'applique à des femmes donc, qui sont accusées d'être sorcières, et du coup, au Sénégal, je sais que les gens vont voir des marabouts. Je ne sais pas si on peut les considérer comme sorciers. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'autoproclament au Sénégal comme sorcières? Et est-ce qu'il y a, à l'inverse, des gens qui sont stigmatisés comme étant des sorciers? Est-ce que les hommes sont aussi stigmatisés et accusés de sorcellerie? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'applique uniquement aux femmes? Je ne sais pas si c'est très clair.
est-ce qu'il y a cette notion d'inquisition? Est-ce qu'il y a cet ordre patriarcal qui peut être comparé en Europe avec la chasse aux sorcières? Est-ce que c'était la même chose? Est-ce que c'était pour que ce patriarcat-là qui règne? Vous m'avez un peu expliqué, Suleiman, que la sorcellerie a beaucoup aidé pendant la période transatlantique, que c'est quelque chose que les esclaves ont beaucoup utilisé aussi pour pouvoir se sortir de la colonisation. Et donc, du coup, je ne veux pas répondre à la question, je vous laisse répondre à la question. Allez-y. Est-ce que c'était... En fait, il y a eu que les chasses aux sorciers, il n'y en a eu que dans 3 régions. Ce n'était pas partout en Afrique. Dans la plupart des régions d'Afrique, il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. C'est ça. Et il n'y a que dans 3 pays où il y a eu une chasse aux sorcières. Est-ce que, en dehors de ces 3 pays où il y a eu une chasse aux sorcières, est-ce que c'était pour pouvoir instaurer un ordre patriarcal? Alors, sur cette question, je pense, c'est ce que j'ai essayé de démontrer, il sera très difficile de parler de chasse aux sorcières parce qu'on n'est pas sorcier tout seul. Je suis sorcier et c'est une famille de sorciers. Et quand il faut combattre, on s'en prendra à une famille, pas à un individu. Et souvent, l'exil ou autre va considérer toute une famille, va concerner toute une famille qui va aller vivre hors du village, du moins concernant le modèle de sorcellerie anthropophagie. Et là, je fais un lien avec la dernière question. J'avais limité mon propos à cette forme de sorcellerie anthropophagie qui consiste à dévorer des personnes. Là, ce ne sont pas des guérisseurs, ce sont des personnes capables de dévorer d'autres personnes. Et on en a peur, on les fuit, à moins de les traiter. Parce que les traiter aussi pour qu'ils redeviennent normaux et être des guérisseurs, c'est possible. Mais si cela n'est pas fait, ils sont craints, et même parfois sur des générations, ils ne pourront pas se marier. Tu veux épouser quelqu'un, ah non, il ne faut pas les épouser parce que ses ascendants ont été accusés d'eux. Donc c'est vraiment au niveau horizontal comme vertical, une histoire transgénérationnelle, familiale. Voilà ce que je vais amener comme élément de réponse. Je voulais ajouter. Voilà, il faut ajouter que la chasse aux sorcières dont on a parlé en Europe, même si en Afrique il existe à un certain moment dans certains pays on parlait de chasse aux sorcières. Mais ce n'est pas seulement des femmes seulement qui étaient concernées. Il y avait aussi des hommes. Mais l'autre aspect important qu'il faut souligner, parce que tout à l'heure, Mme Silla en parlait, la sorcellerie, même si les sorciers sont stigmatisés, mais à un certain moment de l'histoire, quand même, elle a aidé certaines populations autochtones en Afrique, notamment pendant l'époque de la traite négrière atlantique. Parce que c'est là où les choses ont commencé à se compliquer. Parce que tout à l'heure je disais que c'est une réalité qui n'est pas spécifique à l'Afrique. On le trouve dans d'autres entités, dans d'autres parties du monde. Les négriers qui arrivaient en Afrique à l'époque de la traite négrière étaient vus comme des sorciers. Parce que les Noirs qu'on emmenait, qui transitaient, qui passaient par l'Atlantique, qui ne revenaient jamais, leurs compatriotes se disaient, mais nos frères qu'on amène à l'autre bout du monde, les Européens les amènent pour les manger. C'est ça qu'ils pensaient. Donc on se disait que ces gens qui venaient, qui prennent des Africains, ils ne reviennent jamais. Parce que l'esclave, ou bien, bon, si je peux m'exprimer ainsi, celui qui était capturé, sa famille, ou bien un Africain n'a jamais vu un esclave revenu. Il n'y a jamais eu d'esclave qui est revenu. Donc les gens pensaient qu'on les amenait dans l'autre bout pour les manger. Mais également, à un certain moment de l'histoire, les Africains profitaient, certains villages profitaient de ces histoires pour pouvoir se soustraire à l'esclavage. Eux-mêmes, ils se proclament sorciers. Pour dire que si quelqu'un entre dans notre village pour nous capturer, nous, on est capable de manger l'homme. Donc cela dit, c'était une stratégie qui était utilisée pour se soustraire à la capture pendant la période atlantique. Maintenant, s'agissant des marabouts dont vous parlez, et des sorciers,
comme Madame l'a aussi bien dit, si un sorcier est guéri, il peut même être quelqu'un qui soigne les gens qui sont attaqués par les sorciers. Ça existe dans certaines communautés sérères. Ici au Sénégal particulièrement. Bon, moi j'ai abordé la question de manière générale en Afrique, mais spécifiquement au Sénégal ça existe. Maintenant, ce qu'on appelle marabout, c'est des gens souvent qui utilisent la religion musulmane, notamment le Coran. Mais quand même, il y a certaines pratiques traditionnelles qu'ils ont dû à incorporer, à réadapter avec les pratiques traditionnelles, avec la religion, avec le Coran, pour pouvoir soigner les gens qui sont accusés de sorciers. Donc certains même Bouddhistes, ces marabouts aussi peuvent être considérés comme des sorciers dans certaines communautés. Dans la mesure où ils ne travaillent pas uniquement avec le Coran. Ils utilisent des pratiques traditionnelles, des pratiques anciennes qui sont interdites même par l'islam. Et là, certains, de ce point de vue, les considèrent eux aussi comme des sorciers. C'est ce qui se passe également, comme je le disais tout à l'heure, avec les Nganga, on les appelle Nganga au Cameroun et c'est les Ajandais. Les gens que les Anglais considéraient comme sorciers, parce qu'au début, lorsque les colons européens sont venus, ils ne pouvaient pas faire la distinction entre qui est sorcier et qui ne l'est pas. Lorsqu'on voit en tout cas quelqu'un manipuler les artefacts, les objets sur place et les utilise à des fins inconnues, on le considère comme sorcier. Même si celui-ci avait pour but de soigner les gens qui sont atteints, c'est eux aussi qui étaient considérés comme sorciers. Donc parfois c'est un peu compliqué la situation. On a tendance à diversifier qui est sorcier et qui ne l'est pas. C'est ça. Emily, you want to say something? Hello. Okay. So since her question was pertaining to European, but I want to come down to African a bit. So with the existence before colonialism, it wasn't termed as witchcraft before the Europeans came to colonize the country. So it used to be something like a superstition. So it was something that was being practiced, and then it wasn't called witchcraft. It was something that was tradition that people used to practice. So you can go there to ask, how do I get rich? You can go there and then you ask them to give you something that can protect you from anything that may harm you. And then you can go there to ask them to help you prosper, help you give birth, have many children, help you be wealthy, great houses, big farms, and the whole lot. So it wasn't termed as witchcraft until colonialism. So when they came in and then they saw the practices and how it was being done, they termed it as witchcraft. So in order to abolish this kind of practices, they introduced Christianity. That was in the pre-colonial era. So they introduced Christianity. So the first church was the EPL, the Branham churches that was introduced. So it was a way to convert these traditional practices into Christianity by accepting Christianity. So it wasn't termed as witchcraft. It was a belief, it was a practice that was done in Ghana, in Africa. So it was something that they practiced, something that they worshiped, something that the whole community, the rulers, everybody was so involved in before colonialism. And then they changed everything and termed it as witchcraft. So it existed before colonialism. If I should get your question right, your first question was it in existence before colonialism? Yes, it was in existence before colonialism, but it wasn't termed as witchcraft. It was a practice, yes, in Africa. Yeah. La dernière question, c'était de trouver des solutions pour se réapproprier, parce qu'aujourd'hui, ça a une vision négative. Est-ce qu'il y a des solutions proposées pour se réapproprier justement ces pratiques, que ça redevienne des pratiques et non ce phénomène qu'on appelle comment c'est perçu négativement, quoi. Alors, à ce niveau, peut-être moi, le lien que je vois, c'est cette possibilité du sorcier anthropophage de devenir guérisseur, d'aider ceux qui sont pris. C'est vraiment le lien que je vois, parce que c'est tellement stigmatisant d'être sorcier anthropophage qu'il y a, à mon avis, je réfléchis à voix haute,
que ce lien qui peut permettre de dire, voilà, il guérit, il sauve, il aide. Et c'est autour de ça, je pense, que cette forme de réhabilitation pourrait se faire. Je me dis heureusement aussi que c'est une conception qui, voilà, hein, oui. Il y a la religion musulmane qui est passée, il y a aussi l'évolution, parce que maintenant, les troubles, on sait ce que c'est qu'un cancer, on sait ce que c'est qu'autre chose encore. Et donc, il y a d'autres alternatives qui font qu'on ne va plus de manière massive être là à vouloir tuer quelqu'un d'autre, à vouloir accuser quelqu'un d'autre. Il y a d'autres solutions qui seront recherchées. Mais quand même, il est possible d'utiliser ce lien pour sortir des personnes de ce gouffre où on a eu donc à les mettre pour peut-être des fautes commises dans le comportement, parce que je suis sûre qu'on ne va pas accuser quelqu'un comme ça. Il a dû se passer quelque chose en termes de transgression des codes sociaux pour qu'on en arrive à cette situation. Voilà, je voulais ajouter que, comme Madame l'a aussi bien dit, moi j'ai vu un vieux gourou dans un village loin, dans la région de Thiès. Sa deuxième femme est une ancienne sorcière. Elle s'est convertie en personne. Et comme elle le dit si bien, elle est trop sollicitée. Donc elle est devenue une guérisseuse. Très sollicitée. L'autre chose que je voulais ajouter, c'est que souvent c'est les gens diminués, les plus pauvres, en tout cas au Sénégal, et dans certaines sociétés africaines qui sont accusés. Et je connais l'exemple, je vais dire le nom, mais ici au Sénégal, je connais quelqu'un qui a occupé presque tous les postes au sein de cet État. Il y a quelqu'un qui est président de l'Assemblée, Premier ministre, et sa mère a transité dans le village où elle habite parce qu'elle était accusée de sorcier. Elle a quitté Kébémer pour aller dans le salon, au village de Judéter. Mais lui, lorsqu'il vient dans ce village, actuellement, il ne vient pas en voiture, mais il amène un hélicoptère. Et quand il vient, tout le monde se rue vers lui. Alors que c'est lui qu'on accusait de sorcier dans le passé. C'est-à-dire que la pauvreté aussi est un phénomène très déterminant dans ces considérations. Et l'autre facteur maintenant que je vais ajouter pour finir, c'est que ces pratiques aussi se sont réinventées. Ce n'est plus aujourd'hui qu'on accuse quelqu'un qu'il mange des personnes, non. Mais c'est des comportements. Ce que je disais tout à l'heure, les crimes rituels. Au Sénégal, ça existe. Les gens, ils vont ils déterrent les cimetières, les morts dans les cimetières. Dans les morts, si vous n'êtes pas prudent, ce que Julien Bonhomme appelle des pièces détachées, on a tendance à couper une oreille à un mort, ou bien couper une partie. Voilà, ou prendre le cœur. Aujourd'hui, c'est comme ça que les choses se sont réadaptées. Et souvent, c'est pour blender des personnages importants. Notamment, on accuse souvent les politiques. Bon, j'avais un peu, n'est-ce pas, penser à la sorcellerie et à la politique, mais je sais que le temps ne permet pas. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que ces pratiques se font dans nos sociétés actuelles. Ce n'est plus sorcellerie anthropophage. Telle personne mange telle personne ou telle personne mange telle. Mais souvent, c'est des féticheurs qui sont dans nos localités, qui ont ces comportements et qui sont derrière ces pratiques qui sont considérées comme ignobles en réalité. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Okay, if I'm to get your question right, you want to know if there's been voices to change the situation, right? Okay, so when you come psychologically, let's apply the basis of psychology. I know I have my boss here. Okay, so she's already into psychology. But in Ghana, when some people can be termed as witches when you are depressed, jealousy, anger, and when you are poor, as the gentleman said. So I think even schizophrenia, the sickness, is even something that in generally bothers all humans. When you study psychology, it's one of the diseases that bothers all humans, schizophrenia. So someone can be depressed and then you will have hallucination. So when you don't have so much knowledge, like we don't have, now we are being educated on witchcraft, we are being educated on human rights, we are being educated on a whole lot of things.
So you know that when one is hallucinating, you know it's a disease, a mental illness one is going through. But if you have no education, if you have no idea, you haven't been sensitized or there's no awareness created, and we are still living in the pre-colonial era or in the old days, you will find that person to be a witch because the person will just be seated and then be speaking. So you feel the person is chanting, right? So I think more education should be put out there to educate them more. And then the voices of these women should be heard the most. Because when you go to the camp in Ghana, in the northern region where we have these camps dominating the more, when you have a one-to-one facial interactions with these women, you find out when you realize they are not witches. But they've been accused and sent there. Their voices have not been heard. As I speak to you now, a bill has been passed in Ghana, in the parliament, but it hasn't been, it's not out yet. They are still debating on it. That is to abolish all this witch camps. So I think when more social or NGOs, more welfare organizations, the CSOs come together, and then there's a great voice that we put out there for women, not only women, for the rights of humans. I think with that, it will change the situation of these camps. We wouldn't be finding them in Africa because, as he said, witches are everywhere. But it is the notion only in Africa that it is used to do something bad. So if these voices are heard, when these awareness creations are out there, I think it will make a whole lot of differences. Thank you. Merci. Il y a une sorte de confusion qu'on fait sur cette question de la modernité. Parce qu'en réalité, quand vous dites qu'il y a des expressions polymorphes, en réalité, c'est la modernité même qui fait disparaître ces pratiques. C'est la preuve qu'on n'est pas rentré dans la modernité. Toutes les sociétés humaines ont connu ces phénomènes-là. Et je crois qu'il y a deux malentendus qui sont posés. Le premier, c'est notre méconnaissance de ce qu'est la force vitale dans l'africanité. La médecine vitaliste elle-même comprend aujourd'hui, avec la synthèse de l'adénosine triphosphate, que c'est comme ça qu'on génère le sucre par l'effort intellectuel. Les Africains avaient déjà compris ça. C'est ce qui expliquait qu'ils n'attaquaient pas les sorciers, mais en fait, ils se prémunissaient par simplement le mysticisme. Donc, toutes les sociétés africaines, depuis l'Antiquité, connaissent ces pratiques-là, mais la prévention et devant l'attaque, c'est pas le mystique en fait. Tant que les univers de croyance subsistent, et non pas basé sur la connaissance, vous avez la poursuite de ces phénomènes. Quand la dame demande à la salle qui serait prêt à être avec un sorcier ou une sorcière, personne ne lève la main parce qu'en fait, il y a une persistance de la croyance. Plus les sociétés se détachent de ces croyances et vont vers les connaissances, plus en fait, on a une explication séparée, par exemple le syncrétisme religieux. Les trois religions n'ont fait, à mon sens, que conforter dans le syncrétisme en fait, ces pratiques, par l'exorcisme, par, comme on a dit, le marabout qui se synthèse avec le féticheur. Moi, ce qui me préoccupe, c'est plutôt la persistance de nos africanités. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut encore sauvegarder au nom de nos cultures, tout en se débarrassant des tares et des choses qui sont rétrogrades. Et c'est là que l'obscurantisme, bon, je sais que ça ne confronte pas l'exotisme bizarre que beaucoup de gens recherchent, mais pour nous, ce qui est important, c'est comment les sociétés progressent sans ostracisme. Or, les sociétés africaines, justement, ne marginalisaient pas. Lorsque vous êtes marginalisé, le fou ou le déviant, en général, on fait tout pour vous garder dans le groupe. C'est lorsque on est marginalisé qu'on devient extrêmement dangereux. C'était extrêmement rare. Donc, nos sorciers étaient acceptés en autant que la mystique pouvait les prévenir ou les contenir. C'est la perte par la présence des forces extérieures, arabo-islamiques et occidentales, qui arrive avec un autre modèle d'inquisition, comme appelle là, qui introduit l'ostracisme et la marginalisation. Donc il y a une confusion souvent dans le discours anthropologique avec cette question de la modernité. La forme polymorphe qu'elle prend ne signifie pas qu'elle est moderne. Elle utilise des éléments de la modernité, mais elle n'est pas elle-même moderne, car c'est la modernité qui, en fait, nettoie ses croyances et rétablit véritablement l'équilibre. Ceci dit, il est important pour les médecins et les psychiatres de comprendre cette question de la force vitale en médecine, parce qu'elle a été depuis Pasteur délaissée et elle est au cœur même du phénomène. Merci. Merci.
terminer. On a débuté cette conversation avec l'exemple des camps de sorcières au Ghana, et avec une visée plus large de tenter de comprendre le rôle et la place de la sorcellerie en Afrique. On s'est rendu compte qu'elle n'était pas mal perçue au départ, c'était des pratiques, qu'elle a évolué, le concept a évolué avec le temps, qu'on n'avait pas forcément de chasse aux sorcières en Afrique, et qu'au Ghana, ces personnes qui sont accusées de sorcellerie sont isolées, comme il a dit, sont isolées, et ça peut aboutir à des suicides. Au Ghana, on a ces femmes qui se retrouvent dans des camps de sorcières, dans des camps qui sont insalubres, elles ne peuvent plus repartir dans leur communauté. La question que j'aimerais qu'on se pose en rentrant chez nous, c'est est-ce que ces camps, finalement, c'est des camps qui réhabilitent ces femmes ou c'est des camps qui isolent encore plus ces femmes pour les laisser dans leur solitude et qui créent d'autres troubles. Et je vais finir avec ce dicton qui dit pour savoir qui est sorcier, il faut être soi-même sorcier. Merci. Le festival continue jusqu'à après 4 h du matin, donc j'espère que vous allez rester. Si vous voulez pas.